indéfiniment à vitesse constante. D'où la question, pourquoi est-ce qu'on doit pédaler? On doit pédaler parce que quand on cesse de pédaler, il y a des forces, la résistance de l'air, le frottement des pneus sur la route, qui freinent notre vélo. Donc vous ne pédalez non pas pour faire avancer votre vélo, mais pour lutter contre les forces de frottement, de résistance de l'air qui s'opposent à votre mouvement. Mais si ces forces n'existaient pas, par exemple si vous étiez dans le vide, et si vos pneus pouvaient rouler sans aucun frottement, vous n'auriez pas besoin de pédaler. Mais vous voyez que ce principe d'inertie, il est masqué dans notre monde par des phénomènes qui empêchent de le voir. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples, juste pour dire que cette physique qu'on appelle classique, si on y réfléchit bien, s'appuie sur des principes qu'on ne voit pas directement dans le monde. Et donc il faut, pour les trouver, c'est ce qu'a fait Galilée, faire ce qu'on appelle des expériences de pensée, c'est-à-dire poser des questions qui commencent par qu'est-ce qui se passerait si. On ne se contente pas de regarder, parce que le spectacle du monde, comme je viens de vous le dire, il est trompeur. Les gens qui disent les lois physiques ressemblent aux phénomènes physiques qu'elles décrivent se trompent tous. Les lois physiques, au premier abord, contredisent l'apparence des phénomènes qu'elles expliquent. Et donc, ce n'est pas en regardant les choses qu'on les comprend. Par exemple, ce n'est pas en regardant des corps tombés qu'on va comprendre la loi de Galilée. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment Galilée a compris que tous les corps doivent tomber à la même vitesse dans le vide? Pas en faisant une expérience, puisqu'à son époque, on ne savait pas faire le vide. Et en plus, on pensait que le vide ne pouvait pas exister, parce qu'Aristote avait dit qu'il ne pouvait pas exister. Donc il n'a pas fait cette expérience. Galilée, de son vivant, et je pense que c'est vrai aussi après sa mort, n'a jamais vu des corps tomber à la même vitesse. Il a compris que c'était quand même ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement fait ce que j'ai appelé tout à l'heure une expérience de pensée, qui consiste à dire ceci. Supposons qu'Aristote a raison quand il dit que des corps de masse différentes tombent à des vitesses différentes. C'est-à-dire qu'une grosse pierre va tomber plus vite qu'une petite pierre. C'est l'hypothèse. Je postule que c'est vrai. Ensuite, j'imagine que je prends une grosse pierre et une petite pierre, et je relie la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Et j'imagine que je laisse tomber l'ensemble, le système formé par les deux pierres, d'une certaine hauteur. Que dit Aristote sur ce qui va se passer? Aristote, il dit l'ensemble est plus haut que la grosse pierre. Donc ça va tomber plus vite que la grosse pierre. C'est l'hypothèse. Oui, mais pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite que la grosse va tendre la corde. Donc la corde va être au-dessus de la grosse pierre, tendue verticalement. Et la petite pierre qui tombe moins vite que la grosse va la freiner. Elle va faire parachute. Donc l'ensemble formé par les deux pierres va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Donc la même loi d'Aristote permet de conclure que ça va tomber plus vite, en même temps que ça va tomber moins vite. Il y a une contradiction. Comment on résout la contradiction? En disant que la petite pierre tombe à la même vitesse que la grosse pierre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et ça, c'est la première loi de la physique moderne. C'est une loi qui contredit le spectacle de la chute des corps. Et ensuite, il faut comprendre comment une loi qui contredit ce qu'on voit explique quand même ce qu'on voit. En disant que si on n'est pas dans le vide, il y a la gravitation qui fait tomber tous les corps à la même vitesse. Mais si on n'est pas dans le vide, il y a d'autres forces qui vont être responsables des différences de vitesse que nous voyons entre les corps lourds et les corps légers. L'erreur d'Aristote, c'est d'avoir fait porter à la gravitation des effets dont elle n'est pas responsable. D'accord? Donc si j'avais du temps, je vous ferais tout un cours là-dessus. La physique classique est une physique qui s'est construite contre les apparences. C'est le contraire d'une bureaucratie des apparences. Il ne suffit pas de regarder pour comprendre. Il ne suffit pas d'observer pour comprendre. C'est la grande leçon de tous ces gens que j'ai nommés tout à l'heure, Galilée, Newton, beaucoup d'autres. Ils ont compris ça. Okay. Ensuite, il y a une autre physique qui est née en 1905, qu'on appelle la théorie de la relativité d'Einstein. D'accord? Alors, en fait, il y en a deux. Il y en a une qu'on appelle la restreinte
qui est une théorie de l'espace-temps, disons, et puis il y a une seconde qu'il a publiée en 1915, qui est une théorie de la gravitation, qu'on appelle la relativité générale. Je n'ai pas le temps de vous en parler, je dis juste que ce qui nous empêche, ce qui nous a empêché pendant très longtemps de voir les effets de la relativité, c'est le fait que nos vitesses de déplacement sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Par exemple, aujourd'hui on est tous à l'heure, on est arrivé ici à 9 h, mais le rendez-vous a été pris il y a plusieurs semaines avec Martin. Entre le moment où on a pris rendez-vous et ce matin, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez voyagé peut-être, pris le train, l'avion peut-être, moi aussi, j'ai voyagé. On s'est déplacé dans l'espace à des vitesses différentes et on était à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos déplacements dans l'espace n'ont pas changé l'heure de notre montre. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que le temps est universel, il est le même pour tout le monde. Les horloges, les montres de chacun d'entre nous indiquent la même heure, tout le temps. Donc il est universel. Et il est absolu, puisqu'il ne dépend pas des mouvements qu'on effectue dans l'espace. Tout le monde croit ça. On a cru ça pendant des siècles. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ça ne semble vrai que parce que nos vitesses de déplacement sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Vous prenez l'avion, vous circulez à 1000 km par heure, ce qui est zéro par rapport à 300 000 km par seconde, qui est la vitesse de la lumière. Mais si nos trains, nos avions pouvaient se déplacer à des vitesses qui seraient ne serait-ce qu'un dixième de la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas prendre de rendez-vous. Voilà. Il serait 9 h à ma montre, mais pour vous, qui aurez effectué d'autres trajets à d'autres vitesses, en d'autres endroits, votre montre serait désynchronisée avec la mienne. Il serait 9 h pour moi, mais pas 9 h pour vous. D'accord ? Donc on est trompé par le fait qu'on ne va pas vite. Et donc des gens comme Einstein sont des gens qui ont compris ce qui se passerait si on allait plus vite. Et là encore, ils n'ont pas fait l'expérience. D'accord ? Einstein, il n'a jamais circulé à un dixième de la vitesse de la lumière. Mais il a compris. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut, justement, c'est un autre exemple, illustrant le fait qu'on peut échapper aux apparences pour comprendre des phénomènes qui nous sont masqués. Et le pompon, si j'ose dire, en la matière, c'est la physique quantique. La physique quantique, alors là, c'est un monde qui est régi par des lois complètement étranges par rapport à celles qu'on connaît dans notre monde. C'est un monde qui nous est caché. Même si le prix Nobel qui a été donné en 2025 en physique l'a été à un physicien français qui s'appelle Michel Devoret, peut-être que vous avez entendu son nom, qui est quelqu'un qui, dans les années 1990, avec des collègues américains, a fait voir à l'échelle macroscopique des phénomènes quantiques. Il a en quelque sorte fait monter du monde de l'infiniment petit jusqu'à un monde qui est perceptible à notre échelle. Mais en fait, ce qui nous empêche de voir la physique quantique, c'est nos sens. Nos sens, ils sont extrêmement limités. Donc je résume. On ne voit pas les lois classiques parce qu'on est dans un monde qui les masque. On ne voit pas les phénomènes relativistes parce qu'on ne va pas vite. Et on ne voit pas les phénomènes quantiques parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Voilà. Justement, qu'est-ce qu'on voit? Nos yeux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la lumière visible. Toute petite bande de fréquences dans le spectre électromagnétique. Mais on ne voit pas l'infrarouge, on ne voit pas l'ultraviolet, on ne voit pas les rayons X, on ne voit pas les rayons gamma, on ne voit rien en fait. Et alors là, je ne parle que de la lumière, mais on ne voit pas non plus les électrons, on ne voit pas les atomes, on ne voit pas la radioactivité, on ne voit pas les ondes gravitationnelles, on ne voit pas les trous noirs, on ne voit pas le boson de Higgs, on ne voit rien. Okay ? Et toutes ces choses dont je viens de donner les noms sont des choses qui existent autant que les choses que nous voyons. Simplement, nos sens ne peuvent pas les percevoir. Et donc, pour y avoir accès, il faut des mathématiques, des gens assez géniaux,
qui arrive à comprendre ce qui se passerait si on était à une échelle qui n'est pas la nôtre. En l'occurrence, une échelle très petite. Qu'est-ce qu'on verrait si on avait la taille d'un atome? Et qu'est-ce qu'on verrait si on avait à la place des yeux des détecteurs de particules au rayonnement qui sont ceux qu'on a dans les laboratoires ou qu'on a dans les télescopes, dans les satellites, etc. En fait, le ciel, tel qu'on le voit avec un télescope bien équipé, comme le James Webb ou le satellite Euclide, le ciel qu'on a pendant des millénaires considéré comme un lieu stable avec des étoiles fixes, ordonnées, qui a servi même de modèle pour la pensée, relisez Platon, le ciel tel qu'on le voit avec nos yeux, la nuit, c'est tranquille. Ça ne bouge pas, les étoiles sont fixes, on sait prédire leur évolution. Pour le système solaire, c'est pareil, on peut prédire les éclipses, tout ça a l'air très ordonné. Mais si vous regardez le ciel avec les détecteurs qu'on a aujourd'hui, vous voyez que c'est complètement faux. C'est très turbulent, c'est violent, il y a des fusions de trous noirs, il y a des effondrements d'étoiles, il y a des ondes gravitationnelles qui déforment l'espace-temps. C'est extrêmement violent. Mais cette violence nous est complètement cachée, là encore, parce qu'on n'y voit rien. Okay. Donc tout ça pour vous dire que on ne peut pas comprendre les lois du monde en se fiant simplement à ce que nous percevons du monde. Et je dirais même, j'ai toujours pas parlé de physique quantique, mais ça va venir, je dirais même que nos sens, les 5 sens que nous avons, évidemment, ils sont très utiles dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui serait privé des 5 sens, à la fois, serait sans doute condamné à avoir une espérance de vie très courte. Mais il faut se méfier. Les sens, d'une part, ils sont limités. D'autre part, ils nous trompent souvent. Je voulais le faire, mais j'ai complètement oublié. Je voulais vous amener un morceau de bois et un morceau de marbre que j'aurais posé sur la table. Et j'aurais demandé aux personnes du premier rang de venir poser la main sur le morceau de bois, puis la main sur le morceau de marbre, et de me dire lequel des 2 morceaux de matière est le plus chaud. J'ai déjà fait l'expérience. Tout le monde répond le morceau de bois. Le bois est plus chaud au toucher que le marbre. Vous êtes d'accord avec ça? Ensuite, j'aurais sorti 2 glaçons de ma poche. Le premier glaçon, je le mets sur le morceau de bois. Le second, je le mets sur le morceau de marbre. Et je vous demande lequel des 2 glaçons va fondre le plus vite. Tout le monde dit le morceau de bois, il est plus chaud. On fait l'expérience. Au bout de 3 minutes, le glaçon qui est sur le marbre s'est transformé en flaque d'eau. Et à la fin de mon exposé, celui qui est sur le bois, il sera toujours là. Voilà. Donc on raisonne très mal. Et en plus, notre main n'est pas un bon thermomètre, parce que la vérité, c'est que la température du bois est absolument égale à la température du marbre, qui est la température de la pièce. Dans cette pièce, tous les objets ont la même température, sauf peut-être les ampoules. Donc notre main n'est pas un thermomètre. Ou plutôt, c'est un thermomètre trompeur. Elle nous fait croire que le marbre est plus froid que le bois, ce qui est faux. Et ensuite, notre main transmet à notre cerveau une information. Le bois est plus chaud. Et quand on suppose qu'on met des glaçons sur les 2 morceaux de matière, notre cerveau en conclut que le glaçon qui est sur le marbre va fondre moins vite que celui qui est sur le bois. Donc notre cerveau, d'une part, est trompé par nos mains, et ensuite produit un raisonnement pourri. D'accord? Tout ça pour vous dire, il faut être méfiant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je le vois, qui contestent la science en invoquant leur bon sens. Mais le bon sens, c'est très utile pour vivre. Mais ce n'est pas du tout une arme critique permettant de contester des vérités scientifiques, puisque la physique, depuis le XVIIe siècle, s'est construite contre le bon sens. Elle contredit toujours le bon sens. Elle contredit les apparences. Elle contredit les inductions que vous pouvez faire avec votre cerveau à partir du spectacle du monde. Et la physique quantique, c'est donc le pompon, puisqu'elle dit des choses à la fois vraies et qui semblent absurdes pour notre cerveau. Alors, j'ai dit, on fête le centenaire. En fait, il y a plusieurs dates qu'on peut choisir comme référence. Première date, c'est le mois de décembre 1900.
À l'époque, les physiciens sont persuadés que la lumière, c'est fait d'ondes électromagnétiques. Donc c'est un phénomène ondulatoire. C'est des ondes qui se propagent dans l'espace. Et il y a un physicien allemand qui s'appelle Max Planck qui étudie la façon dont les corps qu'on chauffe rayonnent de la lumière. C'est ce qu'on appelle des corps noirs. Quand vous chauffez un corps, si la température est basse, il émet de la lumière infrarouge, que vous ne voyez pas. Donc les radiateurs, ils émettent de la lumière infrarouge. Un radiateur, ça émet de la lumière. On ne la voit pas. Et puis si vous chauffez un peu plus, ça va devenir de la lumière visible. Pensez à, je sais pas, un morceau de charbon que vous mettez dans une cheminée, ou un morceau de bois, ça devient rouge, etc. Et puis si la température augmente encore, vous aurez de la lumière invisible, soit rayons X, soit ultraviolet, etc. Autrement dit, les fréquences de la lumière émise par un corps qu'on chauffe dépendent de la température. Et il a montré, et ça l'a beaucoup surpris, au point qu'il ne croyait même pas lui-même à ses résultats, que tout se passe comme si les échanges d'énergie entre la lumière et la matière étaient quantifiés. C'est-à-dire, quand la lumière échange de l'énergie avec la matière, elle ne peut pas le faire en n'importe quelle quantité. C'est un peu comme quand vous achetez du beurre au supermarché. Le beurre, a priori, peut exister en n'importe quelle quantité, mais quand vous l'achetez au supermarché, c'est soit un paquet d'une demi-livre, soit une livre, enfin bref, c'est quantifié. C'est pas n'importe quelle quantité que vous pouvez acheter, c'est discrétisé, comme on dit. Ce qu'on appelle des quantas. Donc lui, il fait l'hypothèse, sans y croire, que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont quantifiés. Ça le choque beaucoup. Et puis, il va être pas vraiment pris au sérieux, jusqu'à ce que Einstein, en 1905, écrive un papier là-dessus, où il va encore plus loin. Il dit non seulement les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont quantifiés, mais la lumière elle-même est quantifiée. C'est-à-dire que la lumière, elle ne peut exister que sous forme de petits paquets d'énergie. Pas seulement lors des échanges, mais tout le temps. Et c'est ça qui va donner corps à l'idée de photon. Photon, c'est un grain de lumière. D'accord ? Il faudra attendre quelques décennies avant de prouver l'existence du photon, mais là-dessus, Einstein, il a vu juste, il y a des quantas dans la lumière. Et le mot quanta fait écho à quantique. Donc la physique quantique s'appelle la physique quantique parce qu'elle met en jeu des grandeurs qui sont quantifiées. Quantifiées, ça veut dire qu'elles ne sont pas continues. Ok ? Ensuite, l'histoire va s'accélérer au début du XXe siècle. 1906, ici à Paris, il y a un physicien qui s'appelle Jean Perrin, qui reprend des calculs d'Einstein publiés dans un autre article de 1905. Vous savez, en 1905, Einstein a publié 5 articles. À l'époque, il n'était pas physicien, il n'avait pas de thèse. Il travaillait au bureau des brevets à Berne, mais il a publié 5 articles différents qui ont chacun fait la révolution. Et notamment, il a fait un article sur ce qu'on appelle le mouvement brownien, peu importe ce que c'est. Mais Jean Perrin, reprenant les calculs d'Einstein, a fait des expériences qui ont montré que les calculs d'Einstein qui supposaient l'existence de l'atome conduisaient aux bons résultats expérimentaux. Ce qui a démontré l'existence de l'atome. L'atome existe. Et puis, évidemment, quand on voit l'atome, enfin, quand on démontre son existence, on pense que l'atome qu'on a découvert ressemble à l'atome qui a été pensé par les Grecs. C'est-à-dire, il est insécable. Atome, ça veut dire insécable. C'est un grain de matière qu'on ne peut pas couper en rondelles. Et en fait, très rapidement, dès 1909, cette idée explose complètement et on comprend que l'atome, en fait, n'a aucune des propriétés qu'on lui avait initialement attribuées. Autrement dit, l'atome des Grecs, Démocrite, est un objet qui n'existe pas. Et l'atome qu'on a découvert est un objet qui n'avait été préalablement pensé par personne. Alors on pourrait dire, les Grecs se sont trompés, l'atome n'est pas ce qu'ils croyaient. En fait, non, c'était des génies. Mais c'est parce qu'ils ont pensé l'atome qui n'existe pas qu'on a découvert l'atome qui existe. D'accord ? Donc il faut les remercier. La morale de l'histoire, c'est que les objets qui n'existent pas pour rien. Le fait qu'on arrive à penser à des objets qui n'existent pas peut conduire à des recherches qui font découvrir des objets qui existent qu'on n'avait pas pensé. Vous me suivez ? Bon, 1913,
un physicien danois qui s'appelle Niels Bohr reprend les idées d'Einstein et les applique à l'atome, donc à la matière. Et il comprend que, enfin, il fait l'hypothèse que quand un atome émet de la lumière, c'est simplement parce qu'un électron qui tourne autour du noyau de l'atome fait un saut. Voilà, il fait un saut d'un niveau d'énergie à un autre énergie plus bas. Et en sautant d'un niveau d'énergie à un autre plus bas, il émet un rayonnement qui est quantifié, c'est-à-dire dont l'énergie est la différence d'énergie entre les niveaux de départ et d'arrivée de l'électron. Et donc, un électron dans un atome ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. Il circule selon des orbites différentes, un peu comme des planètes. Et ils ne peuvent émettre de la lumière que s'ils sautent d'une orbite à une autre. Donc là, il introduit les quantas dans la matière elle-même. Ensuite, en 1923, à Paris, il y a un jeune physicien qui s'appelle Louis de Broglie qui soutient une thèse assez bizarre sur l'électron. À l'époque, l'électron, il est conçu comme un corpuscule, c'est-à-dire un électron, c'est un petit corps matériel qui a une certaine masse, qui a une trajectoire bien définie dans l'espace. C'est une sorte de ballon de foot miniature, si vous voulez. Et lui dit non, si on veut comprendre certains phénomènes, il faut imaginer que l'électron est associé à une onde. Alors une onde, c'est pas la même chose qu'un corpuscule. Pensez aux ondes électromagnétiques, elles ne sont pas localisées en un point de l'espace, elles sont partout présentes dans l'espace. Donc une onde, c'est un objet qui est délocalisé. Alors comment c'est possible qu'un objet qu'on considère comme ponctuel soit associé à une onde qui est, elle, délocalisée? Il va appeler ça la dualité onde-corpuscule. Mais bref, il va associer une onde à un corps matériel, ponctuel, enfin supposé ponctuel. Et ça va avoir des conséquences très importantes, puisque en 1925, donc quelques temps après la publication de cette thèse, le physicien dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Schrödinger, au début de l'année 1925, il ne va pas bien psychologiquement. Il a 37 ans, il a le sentiment d'avoir raté sa vie, il n'a rien fait d'extraordinaire. En plus, il a lu l'intégralité de l'œuvre de Arthur Schopenhauer, ce qui n'est pas très bon pour doper la psyché. Bon, il fait une sorte de dépression, quoi. Il va partir en vacances dans les Alpes tout seul pour se ressourcer, et il va écrire un petit livre qui s'appelle Quête de chemin, que vous pouvez trouver en librairie, enfin pas dans n'importe quelle librairie, hein. Mais bon, c'est un livre dans lequel il parle de ses tourments, de son rapport à la science, du déclin de la civilisation européenne, bref, de l'unité de la conscience. On sent qu'il est tourmenté. Et quand il rentre à Zurich, où il enseigne, il apprend l'existence de la thèse de Louis de Broglie. Il la lit, et il n'a qu'une obsession, trouver l'équation qui pilote l'onde associée à l'électron. Il cherche, il ne trouve pas, il tâtonne, et au mois de décembre 1925, il demande à sa femme l'autorisation de partir à Arosa, qui est une station dans les Grisons en Suisse, pour passer des vacances avec sa maîtresse. Sa femme lui dit oui, bien sûr, mon chéri. Donc il part avec sa maîtresse. Le 27 décembre 1925, il écrit à un de ses amis qui s'appelle Willy Wien, il écrit une lettre dans laquelle il dit j'ai pas encore trouvé l'équation, mais je suis pas assez bon en maths, mais je sens que si je la trouve, elle sera très belle. Et le 3 janvier 1926, il écrit une lettre à son ami Hermann Weyl, grand mathématicien, qui est l'amant de sa femme. Il lui écrit qu'il a trouvé l'équation à l'issue d'un épisode érotique fulgurant et tardif. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il a trouvé l'équation. Cette équation est publiée. L'équation de Schrödinger, c'est la première équation de physique quantique. C'est pour ça que je vous ai dit que là, en ce mois de janvier 2026, on fête le premier centenaire de la physique quantique. Et cette physique quantique va provoquer toutes sortes de débats, d'interrogations, parce qu'elle décrit des phénomènes d'une façon que notre esprit n'arrive pas à se représenter. Et pourtant, ça marche. Les équations permettent de prédire les résultats des expériences, mais pourtant, la notion de réalité devient problématique. En plus, il va y avoir plusieurs formulations. Par exemple, dès 1926, il y a un physicien allemand qui s'appelle Heisenberg,
qui va dire, finalement, ce qui distingue la physique quantique de la physique classique, c'est que quand on fait une mesure sur un système, on mesure quelque chose d'un système physique, le fait de le mesurer va changer sa valeur. Donc ça veut dire qu'une mesure n'est pas une opération neutre. Dans la vie courante, quand vous mesurez par exemple la vitesse de votre voiture, s'il y a un radar qui peut le faire, ce n'est pas le radar qui crée la vitesse de votre voiture. Autrement dit, si le radar n'était pas là, la vitesse de votre voiture serait ce qu'elle est. Et le radar, s'il est là, ne fait qu'enregistrer une propriété qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire qui est indépendante de la mesure qu'on en fait. Vous êtes d'accord avec ça? Autrement dit, ce qu'on appelle une mesure en physique classique, c'est une sténographie. On enregistre une propriété qui est ce qu'elle est, qui n'est pas définie ou déterminée par le fait qu'elle est mesurée. Elle a une existence objective. Par exemple, vous êtes assis sur vos chaises, vous avez une position bien définie. Ce n'est pas parce que je vous regarde que vous avez une position bien définie. Autrement dit, si je n'étais pas là, vous auriez la même position. Autrement dit, on a une conception du réel, de la réalité, qui nous fait dire qu'elle est indépendante de l'observation des mesures qu'on peut faire sur elle. Et Heisenberg dit, non. Non, en physique quantique, c'est pas comme ça que ça se passe. Et notamment, l'ordre temporel, chronologique, dans lequel on effectue des mesures, n'est pas neutre. Ça, c'est très bizarre. Pourquoi? Parce que le matin, quand vous vous habillez, vous pouvez mettre vos chaussettes, puis votre pantalon, ou bien votre pantalon, puis vos chaussettes. J'imagine que les chaussettes ne sont pas très longues, parce qu'en effet, si on met le pantalon avant les chaussettes qui sont très longues, on peut avoir des problèmes. Donc l'ordre temporel dans lequel vous faites ces deux opérations n'a pas d'effet sur le résultat final. Vous me suivez? Mais Heisenberg, il fait remarquer que ce n'est pas toujours vrai. Il y a des opérations qu'on peut faire dans la vie courante dont l'ordre a un effet sur le résultat obtenu. Bon, par exemple, si vous mettez vos chaussettes, puis prenez une douche, ce n'est pas le même résultat que si vous prenez une douche, puis vous mettez vos chaussettes. D'accord? Dans un cas, les chaussettes sont mouillées, dans l'autre, non. Donc vous voyez, il y a des exemples où la chronologie des opérations n'est pas indifférente sur le résultat. Et ce que montre Heisenberg, c'est que si vous prenez une particule qui se déplace dans l'espace, si vous mesurez d'abord sa position, puis sa vitesse, vous n'aurez pas le même résultat que si vous mesurez d'abord sa vitesse, puis sa position. C'est ce qu'on appelle la non-commutativité des observables. Ça ne commute pas. Ça veut dire rapport aux anagrammes dont parlait Martin Hirsch. Vous savez ce que c'est qu'une anagramme? Vous prenez un mot et vous changez l'ordre des lettres. Et parfois, ça donne un autre mot différent du premier. Il y a les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. D'accord? Donc les anagrammes, elles viennent du fait que dans notre langage, les lettres ne commutent pas. Étreinte, ça donne c'est le même mot que éternité, c'est les mêmes lettres. Mais si l'ordre des lettres ne comptait pas, il n'y aurait pas d'anagramme. Donc si vous voulez, la physique quantique est à la physique classique ce que les anagrammes sont au langage, c'est-à-dire un effet de la non-commutativité. Mon anagramme préféré, c'est Carpe Diem. Carpe Diem, c'est une sorte de recette pour être heureux, on profite de l'instant présent. Carpe Diem, il faut profiter du jour, de l'instant, etc. Mais l'anagramme de Carpe Diem, c'est ça déprime. Donc c'est l'inverse. Donc, ensuite, je vous passe les détails, mais ce qui a posé un énorme problème d'interprétation de la physique quantique, ça crée des controverses qui ont duré des décennies, notamment entre Einstein et celui que j'ai cité tout à l'heure, Niels Bohr, à propos de la façon de comprendre la mécanique quantique. En fait, pour dire les choses simplement, toute la physique quantique, vous pouvez avoir l'impression que c'est très compliqué, que c'est des équations complexes, c'est vrai. Mais fondamentalement, toute la physique quantique s'appuie sur un principe ultra simple. On ne peut d'ailleurs pas trouver plus simple comme principe. Ce principe, c'est la loi d'addition. Voilà. Qu'est-ce que dit fondamentalement la physique quantique? C'est que si vous prenez par exemple des électrons, tous les électrons ont la même masse. Ils ont la même charge électrique. Ils sont identiques les uns aux autres, du point de vue de leur nature. Il n'y a aucune caractéristique
qui puisse distinguer fondamentalement un électron d'un autre électron. Ils sont identiques. En revanche, ils ne sont pas forcément dans le même état physique. Par exemple, ils ne sont pas forcément au même endroit. Ou bien ils n'ont pas forcément la même vitesse. Ou ils n'ont pas la même énergie. Et donc ce qu'on va appeler l'état d'un électron, c'est l'ensemble des propriétés qui peuvent varier d'un électron à l'autre. Maintenant, je reviens aux ondes. Pensez aux ondes électromagnétiques. Vous êtes d'accord qu'on peut les ajouter les unes aux autres? Si vous avez un système, ou des vagues sur la mer, vous avez un système de vagues, créé ici par quelqu'un qui agite l'eau avec un bâton, par exemple. Puis une autre personne va agiter un bâton à un autre endroit, ça va créer un second système de vagues. Mais ces deux systèmes de vagues peuvent s'ajouter les uns aux autres. C'est-à-dire qu'un point de la surface de l'eau, quand la première vague va passer, va s'élever d'une certaine hauteur, puis si la deuxième vague arrive, il va s'élever d'une autre hauteur qui est la somme, finalement, des deux amplitudes des deux ondes. Donc on peut ajouter les ondes les unes aux autres. Ben, les pères fondateurs de la physique quantique se sont dit, on va faire la même chose pour tous les systèmes. Que ce soit des ondes ou pas, on s'en fiche. Que ce soit un électron, une galaxie, une table, une chaise, n'importe quoi. Si j'ai un système physique, je vais postuler que si A est un état possible de ce système, et si B est un autre état possible de ce système, alors A plus B, la somme, est encore un état possible du système. C'est tout. Ce qu'on appelle le principe de superposition. On peut ajouter les états les uns aux autres. Là, je vais vous donner un exemple. J'imagine que un électron est dans l'état A quand il est, par exemple, à l'endroit où se trouve ce verre. Donc, l'électron est dans l'état A quand il est là. Et je dirais qu'il est dans l'état B s'il est dans cette position-là. Le verre qui est à droite, pour moi. Okay. Donc, la mécanique quantique vous dit si l'électron peut être dans A et s'il peut être dans B, on peut aussi le mettre dans A plus B. D'accord ? La question, c'est où est l'électron quand il est dans A plus B? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est au milieu? Est-ce qu'il est une sorte de nuage diffus qui tourne autour des deux positions possibles? En fait, la physique quantique dit oh, il n'a pas de position. Quand il est dans A plus B, il n'a pas de position définie. En revanche, elle ajoute que si vous faites une mesure de la position de l'électron lorsqu'il est dans A plus B, vous avez une chance sur deux de trouver A et une chance sur deux de trouver B. Ok ? Autrement dit, pour que l'électron ait une position bien définie, il faut faire une mesure de sa position. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est quand même énervant, parce que nous on se dit, mais un électron c'est un corpuscule. Il a forcément une position. On ne peut pas imaginer que c'est de la soupe délocalisée qui prend corps quand on lui demande où es-tu? C'est comme si l'électron prenait corps quand on lui demande où es-tu? Il prend position que si on le mesure sa position. Et donc ça va créer un débat terrible qu'on appelle le problème d'interprétation de la mécanique quantique. Parce que vous avez des gens qui sont des physiciens réalistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que la physique doit décrire le réel, comme Einstein. Einstein dit, les gars, si je trouve A là, c'est que c'était A avant la mesure. Autrement dit, la physique quantique qui me dit avant la mesure c'était A plus B, manque d'informations. Parce que si on avait toute l'information sur l'état physique de l'électron, on pourrait savoir à l'avance que c'est A qu'on va trouver. Autrement dit, la physique quantique elle est incomplète, il lui manque des paramètres cachés. Par exemple, en plus de l'état A plus B que j'ai cité, il faudrait imaginer qu'il y a un autre paramètre, lambda par exemple, qui vaut plus 1 si c'est A qu'on va trouver, qui vaut moins 1 si c'est B qu'on va trouver. Et comme on ne connaît pas lambda, on fait des probabilités. Donc le fait que j'utilise des probabilités pour annoncer le résultat de la mesure est la preuve que ces probabilités marquent la méconnaissance des détails fins du système. Je ne sais pas tout sur le système. Et Niels Bohr va dire mais non.
Le but de la physique, c'est pas de décrire le réel, objectivement. Le but de la physique, c'est de décrire notre interaction avec le réel, de prédire correctement les résultats des expériences. Or, la physique quantique telle qu'elle est, le fait très bien. Donc, elle est complète. Il n'y a pas besoin de variables cachées. Je vous donne peut-être une illustration plus claire du débat entre Einstein et Bohr. Imaginez que vous ayez dans une bibliothèque publique pour emprunter des livres. Vous déambulez dans les travées de la bibliothèque et dans les rayonnages, vous trouvez un livre que vous voulez emprunter. Vous notez les références. Vous allez voir le bibliothécaire ou la bibliothécaire à la sortie et vous lui donnez les références. Il dit voilà, je voudrais emprunter ce livre. Et cette personne vous dit ah, je regarde dans mon catalogue et je vois que cette référence n'existe pas dans mon catalogue. Alors qu'allez-vous dire si vous êtes Einstein? Ben, si vous êtes Einstein, vous allez dire à cette personne votre catalogue est incomplet parce que j'ai vu une référence dont vous n'avez pas l'écho dans votre registre. Donc votre registre est incomplet. Il lui manque une information. Mais si vous êtes Niels Bohr, l'autre physicien dont j'ai parlé, ben vous direz à la bibliothécaire « Excusez-moi madame, j'ai eu une hallucination. Votre catalogue est complet, et donc croyant voir une référence qui n'existe pas, ben je me suis trompé. » C'est ça la notion de la complétude. Okay. Ce débat va durer très longtemps. À chaque fois que Bohr et Einstein se rencontrent, notamment à Bruxelles, lors des conseils Solvay, Einstein arrive avec des arguments, des expériences de pensée pour montrer que la physique quantique, ça ne va pas. Et à chaque fois, Niels Bohr trouve un contre-argument qui montre que l'argument d'Einstein ne tient pas. Ensuite, en 1933, Einstein, comme vous le savez, quitte l'Europe à cause du nazisme. Et il va s'installer à Princeton, aux États-Unis. Et là, il va collaborer avec deux jeunes physiciens qui s'appellent Podolsky et Rosen. Et en 1935, il va publier un article, l'article le plus cité de toute l'histoire de la physique, un article de 4 pages, qu'on appelle le papier EPR, du nom des initiales Einstein, Podolsky, Rosen. Et Einstein, dans ce papier, démontre, en passant d'une expérience de pensée qui met en jeu, non pas une particule comme il l'avait fait avant, mais 2 particules. C'est un peu comme Galilée quand il prend 2 corps de masse différentes. Quand on utilise 2 corps pour penser une situation, ça donne plus de ressources argumentatives que si on prend un seul corps. Je n'ai pas le temps de vous dire ce qu'il y a dans ce papier, mais vous pouvez le lire, hein, vous pouvez le trouver sur Internet. Et c'est un papier de 4 pages, je vous l'ai dit, dans lequel il n'y a quasiment pas d'équation. C'est du raisonnement pur. C'est vraiment, à mon avis, le texte le plus magistral jamais écrit en physique. Si vous retirez un mot du papier, ça ne va plus. C'est vraiment ciselé comme il faut. Et en fait, ce que montre Einstein et ses 2 collègues, mais en fait l'idée vient d'Einstein, c'est que si la physique quantique est complète, c'est-à-dire s'il ne manque pas d'informations, alors elle permet d'envisager des phénomènes complètement dingues. Et la conclusion d'Einstein, c'est de dire, comme ces phénomènes sont complètement dingues, ils ne peuvent pas se produire dans la réalité, donc la physique quantique est incomplète. Il lui manque des informations. Et Bohr va répondre 6 semaines plus tard par un autre papier qui dit si elle est complète, et ça va rester un débat philosophique pendant des décennies. Et ce débat va être... je simplifie l'histoire, hein, elle est très complexe, mais je caricature un petit peu. En 1964, il y a un physicien du CERN à Genève qui s'appelle John Bell, qui se passionne pour cette question, qui prend une année sabbatique pour réfléchir, et qui démontre dans un papier lui aussi incroyable qu'on peut imaginer des expériences dont les résultats ne seront pas les mêmes selon qu'on les prédit par la mécanique quantique telle qu'elle est, ou selon qu'on les prédit par la mécanique quantique complétée par des variables cachées. Okay. Et en 1980, un physicien français que vous connaissez de nom, Alain Aspect, fait une expérience
en 1980. Il a le prix Nobel en 2022. Il s'appelle Alain Aspect. Il fait des expériences qui montrent que ce sont les résultats de la physique quantique telle qu'elle est qui sont les bons. C'est-à-dire que si vous la complétez par des variables cachées, les prédictions que vous obtenez ne sont pas celles que les expériences indiquent. Et ça, c'est fondamental parce que ça va ouvrir la porte à ce qu'on appelle l'ordinateur quantique, dont vous avez certainement entendu parler. Et pour finir, avant de discuter avec vous, de répondre à vos questions, je vais essayer d'illustrer par une analogie le type de choses dont je vous parle. Imaginez que j'ai une carte rouge et une carte bleue. J'ai donc deux cartes de couleurs différentes. Je les mélange à l'abri des regards. Je mets l'une dans une première enveloppe, la seconde dans une autre enveloppe. Okay ? Et personne ne peut voir la couleur de la carte mise dans chacune des deux enveloppes. J'ai fait le mélange à l'abri des regards. D'accord ? Je donne la première enveloppe à Paul. Paul, il s'en va dans l'espace où il veut, aussi loin qu'il veut, etc., avec son enveloppe fermée. Je donne la seconde enveloppe à Jules, qui va partir ailleurs dans l'espace avec son enveloppe fermée. Imaginez que Paul, là où il est, ouvre son enveloppe. Il voit que la carte est rouge. Aussitôt, il sait que la carte de Jules est bleue. Et Jules, il peut même connaître la couleur de sa carte sans ouvrir son enveloppe. Comment ? Il téléphone à Paul et il lui demande quelle couleur as-tu obtenu ? Tu as eu rouge, donc c'est que j'ai bleu. Donc dans mon enveloppe, il y a du bleu et je le sais sans avoir besoin d'ouvrir mon enveloppe. Vous me suivez ? Comment est-ce qu'on comprend ça ? C'est très simple. C'est qu'en fait, les cartes, la couleur des cartes, elle était déterminée au moment où on met les cartes dans les enveloppes. Comme on ne l'a pas vu, c'est une sorte de paramètre caché. Il nous manque une information. Mais si on avait eu accès à cette information, c'est-à-dire si on avait su quelle carte est mise dans quelle enveloppe, on aurait pu savoir à l'avance que Paul va trouver du rouge et Jules va trouver du bleu. Donc on a parlé de probabilité. Paul, il avait une chance sur deux d'avoir du rouge ou du bleu. Mais ces probabilités étaient la marque de notre ignorance de ce qui s'est passé au moment de la répartition des cartes dans les enveloppes. On manquait d'informations. Mais l'information, elle était là. On ne l'avait pas, mais elle était réelle. D'accord ? Et ce qu'a démontré l'expérience d'Aspect, c'est un truc qu'on n'arrive pas à se représenter par des images, même par le langage, c'est que dans ce type d'opération que je viens d'évoquer, il faut imaginer que la carte qui est dans l'enveloppe que je donne à Paul, c'est la superposition quantique de rouge plus bleu. Donc la carte, elle est rouge plus bleu. C'est-à-dire que sa couleur n'est pas définie. C'est comme la position pour A plus B. Donc Paul part avec son enveloppe. La carte qui est dans l'enveloppe de Jules, elle est aussi dans la superposition rouge plus bleu. Ils peuvent s'éloigner l'un de l'autre par des distances colossales, même des années-lumière. Une fois qu'il est là-bas, Paul, il ouvre son enveloppe. Le fait de l'ouvrir, c'est-à-dire de mesurer la couleur, va transformer la somme en un seul terme. Il va trouver soit rouge, soit bleu. Mais c'est le fait de mesurer la couleur qui la détermine. De même que c'est le fait de mesurer la position A ou B qui la détermine. Et le truc incroyable, c'est que Paul, en ouvrant son enveloppe, va déterminer la couleur de sa carte et aussitôt, sans qu'il y ait transmission d'informations au travers de l'espace, ça va déterminer la couleur de la carte de Jules. C'est ça que Einstein considérait comme complètement dingue. Alors c'est ça qui se passe. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique, qu'on appelle aussi l'intrication quantique. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis Paul il a sa carte
carte là, et puis Jules, il a sa carte là. Je fais comme si c'était deux entités séparées. Or, ce que vous dit la physique quantique, c'est non, ça forme un tout inséparable. Donc, quand j'en parle de cette situation, ben, je commets des abus de langage. Je fais comme si c'était deux systèmes séparés, alors que la physique quantique vous dit non, ils ne sont pas séparables. On parle de non-séparabilité pour cette raison. Mais vous voyez que quand je dis ça, mes mots sont trompeurs. Et puis si je faisais des dessins au tableau, ça serait trompeur aussi. Autrement dit, on a affaire à une situation qu'on ne peut pas se représenter ni par le langage, ni par des images, mais simplement par des équations. Ce sont les équations qui nous montrent cette situation, qui transcendent en quelque sorte nos capacités de représentation. Et cette non-séparabilité, eh bien, elle a ouvert la voie pour des ordinateurs quantiques, c'est-à-dire des machines qui n'existent pas encore. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de travail là-dessus, de recherche. L'idée, c'est de remplacer les 0 et les 1 de nos ordinateurs, qui sont ce qu'on appelle des bits classiques. Un ordinateur, ça manipule des 0 et des 1. Voilà. Très nombreux, ça fait des calculs compliqués, mais bon. Et on a vu que si on remplace ces 0 et ces 1 par des superpositions quantiques de 0 et de 1, si on fait des états superposés, on appelle ça des bits quantiques, des qubits, avec des bons algorithmes, on pourra avoir une puissance de calcul qui n'a rien à voir avec celle des ordinateurs classiques. D'accord ? Voilà, je m'arrête là parce que j'ai dit que je parlerais 1 heure, pour qu'on ait le temps de discuter. Je ne vous connais pas, donc je ne sais pas si ce que je vous dis, ça correspond à des choses que vous connaissez déjà, auquel cas je m'en excuse, ou bien si ce sont des choses que vous découvrez. J'imagine que la réponse à cette question n'est pas la même pour tout le monde, mais je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions? Il y a des questions. Je me suis posé la question, au vu de votre parcours, quel est votre rapport à la médecine dite parallèle, comme les énergétiques, par exemple l'acupuncture, etc. J'ai l'impression que c'est assez proche, peut-être je me trompe, mais je me suis posé la question de votre rapport à ces choses dites un peu plus parallèles par rapport aux ratios qu'il y a très concrets dans la physique quantique. Je ne vous remercie pas pour cette question. Non, moi je me méfie d'une chose dramatique. C'est que le mot quantique, tout le monde le connaît. Et personne ne sait ce qu'il y a derrière. Et donc ça devient un argument de marketing. Ça me terrifie. D'accord ? Autrement dit, la réponse à la question est-ce que les gens connaissent le quantique ? Elle est quantique. C'est oui plus non. C'est oui parce qu'ils connaissent le mot, non parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et du coup, il y a toutes sortes d'imposteurs qui vendent du quantique à tout propos. Par exemple, les crèmes quantiques. Vous vous souvenez de l'affaire de Guerlain il y a 1 an ? Guerlain a sorti une crème, la crème quantique, crème de réjuvénation. Et il n'y a rien de quantique dans la crème. Simplement, ils font croire qu'il y a du quantique parce que le mot quantique est synonyme de mystère, magie, etc. C'est une imposture. Il y a de l'ostéopathie quantique. Il y a même de la médecine quantique. C'est quoi la médecine quantique ? Personne n'en sait rien. Par contre, si vous mettez quantique sur votre plaque, vous avez plus de monde. Donc, je ne dis pas qu'on comprend tout,
Mais je dis que survendre un terme mystérieux en profitant du fait qu'il est mystérieux pour le vendre, c'est pas honnête. Et quand il y a eu l'histoire de la crème quantique de chez Guerlain, moi je me suis amusé, je suis allé au bon marché, au rayon Guerlain. J'ai dit, vous avez une crème quantique, expliquez-moi en quoi elle est quantique. Ben voilà. Donc l'acupuncture, quel rapport avec la physique quantique? Dites-moi, c'est moi qui vous interroge. C'est quoi le rapport? Si vous voulez, moi je suis... je m'inquiète, si vous voulez, que dans notre société, ce qui est parallèle intéresse plus que ce qui est réel. Voilà. Alors du coup, quand je pense parallèle, c'est du coup dans ce qui est en dehors de ce qui est établi comme médecine générale. Oui, bah, en dehors de, voilà, en dehors de la science, très bien. Donc ça vous donne Elon Musk qui fait une conférence hier en disant qu'on pourra aller dans quelques années sur Proxima du Centaure, une étoile qui a 4 années-lumière. Voilà, voilà une physique parallèle. Il ne dit pas comment on va y aller. 4 années-lumière. Il faut 6 mois pour aller sur Mars, qui a 28 minutes-lumière. On fait le calcul, s'il faut 6 mois pour aller sur Mars, il faut 4 millions d'années pour aller sur Proxima du Centaure. 4 millions d'années. Les gars, ils vont prendre plein de rayonnements cosmiques pendant 4 millions d'années, puis de toute façon, ils vont mourir avant. Donc, ouais, on peut toujours vendre du rêve. Moi, je suis contre le fait de vendre des produits en se basant sur le fait que le public est ignorant. Voilà. Et excusez-moi de le dire de façon franche, parce que j'ai assisté récemment à des histoires dramatiques. Donc, le fait que, par exemple, des gens se soignent aux médecines dites parallèles en méprisant la médecine. Alors, c'est quoi le contrat de parallèle? Voilà, voilà. Ça peut produire des situations dramatiques. Moi, je laisse le médecin qui est à ma gauche parler de ça. Ne vous laissez pas abuser. Voilà, c'est mon seul message. Ne vous laissez pas abuser. Moi qui voulais appeler l'Institut de l'engagement quantique, j'aurais trouvé ça plus chic. Ce qu'Étienne vient d'expliquer n'empêche pas que on découvre des choses en médecine, par exemple, qu'on y est auparavant. Par exemple, l'ulcère de l'estomac. Pendant des années, vous voyez ce que c'est? C'est un trou dans l'estomac. Et souvent quand on est angoissé. Donc on pensait qu'il y avait un phénomène psychique qui allait faire le trou dans l'estomac. Et il y a un médecin australien qui s'est dit, en fait, ça ne doit pas être un phénomène psychique. Il y a peut-être une bactérie qui fait le trou. Et personne ne le croyait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un verre, il a mis du milieu de culture, il a mis une bactérie, il l'a laissé pousser jusqu'à ce que le verre soit plein de bactéries. Puis il a avalé le verre. Il a eu un trou. Et puis il a fait une fibroscopie, il a vu son trou. Mais c'est peut-être parce qu'il est angoissé. Et maintenant, quand on a un ulcère de l'estomac, qu'est-ce qu'on donne? Des antibiotiques. Mais évidemment, il y a des découvertes. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de découvertes. Simplement, la physique quantique, comme je l'ai dit, elle a un siècle. Qu'est-ce que les gens savaient il y a un siècle sur la matière par rapport à aujourd'hui? La réponse est rien. Ils connaissaient le proton, l'électron. C'est tout. Pas le neutron, pas les quarks, rien. Depuis, on a fait des milliards de découvertes. C'est toujours la physique quantique. Quand on dit qu'il n'y a aucune découverte qui nous a obligés à remettre en cause le principe de superposition dont j'ai parlé. Et la question est, pourquoi à notre échelle, on ne le voit pas? Pourquoi nous, on ne voit jamais d'objets qui sont dans des états quantiques superposés? Voilà. Pourquoi finalement, à notre échelle, c'est la physique classique qui marche et non pas la physique quantique? Vous avez des trajectoires bien définies. Quand on fait une mesure, c'est une stéréographie. Qu'est-ce qui fait qu'à une certaine
les propriétés quantiques nous sont masquées. Où est le micro? Qui a le micro? Ah, je me lève. Ah ouais, je veux bien que tu te Très lèves, bien. tu te présentes. Bonjour, enchantée. Donc, on m'a demandé de me présenter. Je m'appelle Yaël. Je suis arrivée donc, par l'Institut de l'engagement parce que d'abord, j'ai fait un service civique. J'ai fait un service civique en école, alors peu importe la vie qu'il y a dessus, mais en école Montessori, donc, mais là où il y avait vraiment un équilibre autour de la pédagogie, pour éviter justement d'aller dans le parallèle. Et ensuite, ça m'a menée aux études d'éducateur spécialisé. Et ça m'a menée aujourd'hui avec un projet de création d'association qui s'appelle Neurodiversité 80 pour la reconnaissance des handicaps cognitifs et non psychiques, puisque je déteste ce terme, chez les adultes notamment, même si on est aussi avec les enfants, et dans la Somme, particulièrement à Amiens, puisque je viens de là-bas. Voilà. Et on est coprésident avec quelqu'un. Donc moi, je viens pour la partie peut-être communication, si je peux dire. Alors, pour la question que j'ai, c'est, parce que je peux tiquer sur des détails, je ne vais pas aller donc sur la physique quantique, mais plus sur une parole que vous avez eue, un exemple que vous avez donné, et je voulais être sûre d'avoir compris la phrase. Concrètement, pour les mots que vous avez donnés, vous expliquiez que par rapport à la vision qu'on a, si par exemple vous, en tant que conférencier, vous êtes là et que vous voyez qu'on a telle position, donc je me demandais, la position, c'était par exemple la manière dont on est assis, je dirais, elle ne changera pas si vous n'êtes pas là. C'était ça que vous disiez. Et je me demandais pourquoi vous avez pris cet exemple, et aussi, voilà, donc déjà pourquoi vous l'aviez pris, et ensuite parce que je le trouve faux. Parce qu'en fait, notre position, elle est influencée par votre présence. Alors, je dis « on », même si « on » est un mauvais terme, puisque ça va être pour certaines personnes. Voilà. Donc, je voulais être sûre d'avoir compris la phrase. Évidemment que... évidemment, le fait qu'on soit observé change notre attitude. Oui. Le fait qu'on soit... Par exemple, ça, c'est humain, justement. Ce qui est humain, c'est que la façon dont on se comporte, ce qu'on dit, dépend de la question de savoir si on est observé, écouté ou pas. Les députés ne se comportent pas de la même façon selon qu'il y a des caméras ou pas. Okay ? En revanche, votre position, au sens physique du terme, votre attitude, elle peut changer selon que je suis là ou pas, mais pas le fait que vous avez une position. Si ça vous gêne de parler des personnes qui sont dans la salle, parlons simplement des fauteuils. Les fauteuils, ils ont une position dans cette salle qui est indépendante du fait que je sois là ou pas. D'accord ? Maintenant, votre attitude, elle dépend du fait que, en effet, il y a quelqu'un qui vous parle ou non. Hein ? Mais la grande surprise, c'est de constater que cette règle, le fait de s'observer change la position, vaut aussi dans le monde des particules inertes. Donc, parlons non pas d'individus vivants comme je l'ai fait, mais parlons simplement d'objets. Les objets, ils ont une position, en tout cas c'est ce que vous pensez, qui est indépendante du fait qu'ils sont observés ou non. La Lune ne change pas de position quand vous la regardez. Dans une association qui donne des cours à des enfants en situation de précarité. Et à côté de ça, dans mes études, je fais de la finance. Et je vais poser une question qui a un lien également avec la conférence qu'on a eue hier sur les enjeux de cybersécurité. Moi, je me demandais si l'essor du quantique, et notamment de l'ordinateur quantique, c'était souhaitable, si je puis dire, pour les enjeux de cybersécurité, notamment compte tenu du risque sur la cryptographie actuelle. Voilà, et surtout notamment par exemple sur les transactions financières et la sécurité de celles-ci. En effet, il y a beaucoup de systèmes de protection, de codage notamment, qui sont basés sur le fait qu'on prend deux nombres premiers très grands, on les multiplie l'un par l'autre, donc ça fait un nombre très grand qui est le produit de deux nombres premiers, et aucun ordinateur classique n'est capable de faire l'opération inverse, c'est-à-dire à partir du nombre complet, de dire de quoi il est le produit. Et c'est comme ça qu'est basé l'essentiel de la cryptographie aujourd'hui. Or, si un jour il y a un ordinateur quantique puissant, il pourra craquer le code. Et donc tous les systèmes de sécurité seraient détruits. Simplement, les gens le savent.
Il y a déjà des parades qui sont mises sur pied. Voilà. Donc en effet, il y a ce risque, mais il est pris en compte. Je ne dis pas qu'il est bien pris en compte, je dis que les gens en sont conscients. Bonjour, moi c'est Manon. Vous avez dit que... Deux phrases sur comment tu es là. Moi, alors j'ai pris une année de césure l'année dernière et je suis partie en itinérance et j'ai fait plusieurs volontariats environnementaux, voilà, en Grèce et en Italie. Et oui, vous avez parlé, enfin vous avez mentionné le fait que finalement il y a très peu de choses qui sont perceptibles à nos sens. Et de ce fait, je me posais la question si ce que on désigne par l'instinct, sixième sens ou parfois paranormal, ça désignerait pas des choses qui sont partiellement qu'on peut reconnaître ou sentir, mais que partiellement. Enfin, des choses que juste on peut pas comprendre dans leur intégralité par nos sens, mais qui sont voilà. Moi, je vous renvoie à la question, qu'est-ce que vous appelez paranormal? Est-ce que c'est des choses qu'on n'explique pas? Est-ce que c'est des choses qui sortent de la normalité? Est-ce que c'est des phénomènes extraordinaires? La physique, elle ne parle pas de tout, la physique. Hein. La physique, elle ne parle pas de la psyché, par exemple. Elle parle du monde matériel. D'accord? Elle ne parle pas de la conscience. La conscience, c'est beaucoup trop compliqué pour un physicien. Un physicien, c'est quelqu'un qui simplifie la réalité pour la comprendre. Autrement dit, la physique, elle est devenue efficace parce qu'elle a limité ses ambitions. On limite nos ambitions. C'est ça qui nous rend efficaces. On ne s'intéresse qu'à des phénomènes qui sont mathématisables. Ce n'est pas le cas de tous les phénomènes. C'est ce que dit Galilée. Hein. Galilée, il a tout posé. Il dit, parler d'un corps, c'est très compliqué. Un corps, ça peut varier en densité, ça peut varier en substance, en masse. Il y a toutes sortes de propriétés qui distinguent les corps. Mais le coup de génie pour décrire la gravitation, c'est de dire, on s'en fout. Autrement dit, le seul paramètre par lequel un corps est décrit dans la gravitation, c'est sa masse. C'est sa masse. C'est pas sa forme, c'est pas sa densité, c'est pas de quoi il est fait, on s'en fout. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est sa masse. C'est sa masse qui détermine son mouvement dans un champ de gravitation, et seulement elle. Donc si vous vous intéressez au corps dans l'absolu, il y a d'autres paramètres qui vont intervenir. Je l'ai dit, la composition chimique, la densité, etc., la résistance, mais ça n'intervient pas dans les gravitations. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'on simplifie le réel pour qu'il soit mathématisable. Si on voulait mathématiser complètement la nature d'un corps, on se perdrait. Mais il se trouve que ça marche. Maintenant, le paranormal, moi je répète, je retourne la question, c'est quoi? C'est quoi? Je pense que c'est un mot qu'on utilise pour justement désigner tous ces phénomènes qu'on ne comprend pas. Oui, mais vous voyez, pour dire qu'on ne comprend pas quelque chose, il faut déjà connaître ce qu'on comprend. C'est ça, mon agacement, si vous voulez, il vient de là. C'est qu'on parle de quantique sans savoir ce qu'est la mécanique quantique, et on parle de paranormal sans savoir ce qui est normal. Autrement dit, on trouve des sortes de stratagèmes pour s'intéresser passionnément à ce qui est incertain, en ne s'intéressant pas à ce qu'on sait. Voilà. Et moi, je vois que les revues de paranormal ont beaucoup plus de succès que les revues scientifiques. Je vois que les gens qui vendent du rêve ont beaucoup plus de succès que ceux qui disent ce qui est, etc. C'est ça qui m'inquiète. Ce n'est pas l'attirance pour le paranormal, c'est l'indifférence pour ce qui est su. Quand on fait des sondages sur les connaissances scientifiques des Français, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Et parmi les Français qui ne savent rien des sciences, il y en a énormément qui invoquent le paranormal. C'est cette situation-là que je dénonce. Moi, j'ai rien contre le paranormal, à condition qu'on s'intéresse à ce qu'on sait. Parce que pour pouvoir dire ce qui n'est pas normal, il faut savoir comment on pense ce qui est normal. La physique quantique, c'est pas normal, selon certains critères. Ça paraît absurde ce que je viens de raconter là. Pourtant, c'est la normalité du monde quantique. Donc, qu'est-ce que vous appelez le normal? Est-ce que c'est ce qui est conforme à notre bon sens, à notre intuition, à je ne sais pas quoi? L'intuition, c'est très précieux.
Sauf que ça nous envoie tout le temps dans le mur. L'intuition sur les questions que je viens de dire nous trompe constamment. Comme le disait Bachelard, faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. Contre son cerveau. Nos cerveaux, ils nous plantent sans arrêt parce qu'il est le produit de l'évolution. Il nous invite à croire que ce qui se passe est décrit par des lois qui ressemblent à ce qui se passe. Le cerveau, il est adapté au monde. Le cerveau, il est fait pour qu'on se débrouille dans le monde. Et quand vous êtes dans le monde, vous avez besoin de savoir que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Même si c'est faux. Autrement dit, dans notre monde, on n'a pas besoin de connaître la vérité. On a besoin d'être adapté au monde. Et là où ça ne va pas, c'est quand on considère que le fait d'être adapté nous indique ce qui est vrai. C'est là que ça ne marche plus, si vous voulez. D'accord ? La physique quantique, vous direz que c'est paranormal ou que c'est normal ? Oula, je pense que de ce que vous dites, c'est normal. C'est normal, mais c'est je considéré connais comme pas assez. paranormal. Voilà. Oui, oui. Mais là où je voulais en venir, c'est que toutes ces choses qu'on croit percevoir, mais qu'à moitié à nos sens, est-ce que vous pensez qu'elles existent ? Donnez-moi un exemple. Alors, en dehors du paranormal, mais juste la sensation, par exemple, dans la rue, on a l'impression d'être observé et on se retourne et il y a vraiment quelqu'un qui nous observe. On n'a pas des yeux derrière la tête et pourtant, c'est quelque chose qui arrive fréquemment finalement et on ne peut pas l'expliquer avec nos sens. Je crois qu'on l'explique ça, c'est-à-dire que notre cerveau a des informations qui ne sont pas des informations qui viennent directement des yeux. Par exemple, on peut courir dans un sentier de montagne la nuit sans voir où on met les pieds. C'est-à-dire que notre corps, on voit sans voir, si vous voulez. Il y a des informations qui viennent au cerveau qui ne sont pas médiatisées par la vue consciente. Donc, il y a toutes sortes d'expériences dans la vie courante qui montrent que nous avons conscience, en tout cas notre cerveau a la perception d'informations dont nous n'avons pas conscience. Sinon, on se dirait finalement pour marcher en montagne la nuit, il faut avoir une lampe qui éclaire le sol. Et puis, en fait, il y a une sorte d'intelligence du pied qui sait où se poser, alors même que l'œil n'a pas complètement distingué les différentes pierres qui sont sur le chemin. Ça ne marche pas toujours, on peut se prendre des gamelles. Mais alors le micro peut être là ou là, parce qu'il y a le micro A et le micro B. On va prendre le micro A. Bonjour, déjà merci pour votre intervention qui était très pertinente. Donc moi je m'appelle Raphaël, je suis ici parce que j'ai fait 5 ans de bénévolat au sein du Léo Club ou Lions Club si vous connaissez certainement. Ma question c'était plutôt à propos de vous, étant donné que vous êtes ici, autant en profiter. J'ai cru comprendre que vous aviez animé des chroniques, écrit des livres, etc. Je voulais savoir quelles ont été vos découvertes à vous, s'il y en a eu, et si aujourd'hui, en tant que chercheur physicien au sein du CEA, du coup, si vous arrivez encore à découvrir aujourd'hui de nouvelles choses et à apprendre encore. moi, j'ai rien découvert, moi. J'ai rien découvert. J'ai participé à la construction du LHC. Le LHC, c'est l'accélérateur du CERN qui a permis la découverte du boson de Higgs en 2012. Mais si vous voulez, c'est des travaux très collectifs. On était des milliers, quoi. Donc on ne peut pas dire j'ai découvert quelque chose. Le seul truc que j'ai fait, c'est de clarifier un problème. C'est pas de découvrir, c'est de clarifier à propos de la question du temps, sur la confusion qui est parfois faite entre le temps, la flèche du temps, le cours du temps, enfin bref, l'histoire de causalité, des histoires un peu conceptuelles. J'ai simplement fait le ménage, voilà. Mais ce n'est pas une découverte, c'est une clarification. Valentin, bonjour. Donc moi j'ai coupé avec les sciences dures juste après le lycée, donc ça fait un petit moment. Je me demandais par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué, si l'expérience des enveloppes bleues et rouges, ça s'apparentait aussi à l'expérience du chat de Schrödinger. Oui. Okay. Et il y avait une deuxième question par rapport à l'expérience du bois et du marbre. Vous avez expliqué que les deux corps avaient la même température finalement, qu'on était trempés par nos sens. Mais comment ça se fait que le glaçon sur le marbre, fond plus vite finalement? Parce que le marbre, c'est un bon conducteur de la chaleur. Le bois, non. Donc en fait, la chaleur du marbre, elle est transmise au glaçon beaucoup plus efficacement que la chaleur du bois qui reste dans le bois. Vous voyez ce que je veux dire ?
Quand vous prenez un morceau de bois, disons d'1 centimètre d'épaisseur, un morceau de bois, un morceau de marbre d'1 centimètre d'épaisseur. Vous allumez un briquet sur l'un et sur l'autre. Non, non, mais avant de brûler, vous allez sentir de l'autre côté en mettant la main que le marbre est chauffé avant de sentir que le bois est chauffé. D'accord ? Parce que la chaleur met plus de temps à se propager dans le bois qu'elle n'en met à se propager dans le marbre. C'est pas une question de densité. C'est pas une question de densité, c'est une question de structure chimique des matériaux. Il y a des fibres dans le bois, il n'y en a pas dans le marbre, qui est un matériau plutôt cristallin. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis géographe et je suis lauréate à l'Institut de l'engagement parce que j'ai fait un service civique sur l'étude des singes au Pérou et la structure forestière de l'Amazonie. Moi, je me demandais quels étaient vos travaux actuels au commissariat à l'énergie atomique, si vous pouviez nous parler d'un ou deux travaux. Alors moi, j'ai créé un labo qui s'appelle le LARCIM, dans lequel il y a des physiciens et des philosophes qui travaillent ensemble. Voilà, donc l'idée, c'est de prendre des mots qui sont communs aux disciplines, physique, philosophie, et de voir en quoi les découvertes des physiciens modifient la façon philosophique de penser les questions philosophiques. Le temps, par exemple, ou le vide. Et puis on travaille aussi sur des questions de matière noire, d'énergie noire, je ne sais pas si ça vous parle, et aussi sur les questions d'éthique, notamment de l'IA. Voilà. L'éthique des nouvelles technologies. Donc c'est des profils assez différents. Et l'idée, c'est d'essayer de résoudre une forme de contradiction. Prenez la question du temps. Moi, je me souviens, quand j'étais en classe de terminale, je pense que ça n'a pas changé, le prof de philo nous parlait du temps. Il nous parlait d'Aristote, Saint-Augustin, Kant, Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson. Voilà. Et puis, dans le cours d'après, le professeur de physique nous parlait de la variable t par laquelle on représente le temps en physique. Ben moi, je me demandais le soir, est-ce que le temps dont parle le professeur de philosophie, est-ce que c'est le même que celui dont parle le professeur de physique? Si la réponse est non, c'est pas le même, pourquoi c'est le même mot? Et si la réponse est oui, c'est le même, advient une autre question qui est, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses? Et la réponse était non. Donc je me disais, mais à qui je dois faire confiance? Aux physiciens, aux philosophes? Et d'ailleurs, le philosophe, il parlait de plusieurs philosophes qui n'étaient pas d'accord entre eux. Kant, c'est pas Aristote. Et donc je fais confiance à qui, moi? À Kant, à Aristote, selon quels critères? Et puis, en étudiant un peu plus, je me suis rendu compte que la plupart des systèmes philosophiques font dépendre le temps de la conscience. Le temps serait une production de la conscience, c'est ce que dit Saint-Augustin, c'est ce que dit Kant, c'est ce que dit Bergson, c'est ce que dit Heidegger. Enfin, le nombre de philosophes qui font dépendre le temps de la conscience est supérieur au nombre de philosophes qui considèrent que le temps est indépendant de la conscience. Oui, mais, nous, on sait que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années. On sait que le genre Homo est là depuis quelques millions d'années. Conclusion. L'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Donc, si le temps, pour passer, a besoin d'une conscience qui le fasse passer, comment a-t-il pu passer avant que la conscience apparaisse? Voilà. Quand vous mettez ensemble les disciplines, que vous les croisez, vous tombez sur des problèmes. Or, pour ne pas affronter ces problèmes, on maintient le cloisonnement disciplinaire. Les physiciens s'occupent de T, les philosophes aujourd'hui continuent à commenter ad nauseam Saint-Augustin, Kant, Merleau-Ponty, Bergson. Mais de temps en temps, il faut regarder en quoi les découvertes des physiciens viennent changer les réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Si vous prenez le boson de Higgs, la particule qu'on a découverte en 2012, 48 ans après qu'elle ait été prédite par des théoriciens, le fait que le boson de Higgs existe, ça change, si vous le prenez au sérieux, la façon de comprendre le temps. Mais on s'en fout. Voilà, chacun est dans son truc, quoi.
Et les philosophes peuvent influer la manière dont les physiciens pensent. Ils l'ont beaucoup fait. Hein. Ils l'ont beaucoup fait. Les systèmes philosophiques ont une influence sur la façon de faire des sciences, de considérer les vérités scientifiques. Mais moi, je pense que c'est maintenant le chemin inverse qui doit être fait. C'est plutôt tenir compte de ce qu'on sait pour tenir compte de ce qu'on pense. Tenir compte de ce qu'on sait pour que ça change notre façon de penser. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il me semble qu'il y a un déficit, plutôt que dans l'autre sens. Oui. Ah oui, il est 10h29. Ah. On va prendre la dernière question quand même. Bonjour, moi c'est Dima, je suis en école d'informatique et moi je suis à l'Institut d'engagement parce que j'aimerais créer une application de randonnée non performative mais introspective. Et ma question c'était... C'est quoi Comment C'est quoi En gros, plutôt que de se concentrer sur les chiffres, d'être sur une sorte de leaderboard et de faire d'être la personne qui a gravi le plus de montagnes, d'altitudes, mettre un sens derrière pour que la personne crée une vraie valeur ajoutée à sa vie plutôt que à sa performance et à son image. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que vous avez une idée plutôt claire ou pas, c'est pas grave, mais de l'IA vis-à-vis de l'informatique quantique, ou alors est-ce que pour l'instant ça se base du coup à ma connaissance plus sur une accélération de calcul? Est-ce qu'on pourrait accélérer l'entraînement par exemple de l'IA avec l'informatique quantique? Ouais, c'est une question compliquée, je pense que personne ne connaît vraiment la réponse. Hein. Comment est-ce que l'IA va être changée elle-même par l'ordinateur quantique? Les ordinateurs quantiques ils vont s'appuyer sur des algorithmes très différents de ceux des ordinateurs classiques. Donc je pense qu'ils auront la possibilité de produire une nouvelle forme d'IA, mais je ne peux pas vous dire laquelle. En fait, j'en sais rien. Ma seule remarque, c'est qu'il y a une sorte d'abus de langage dans le mot intelligence artificielle. Parce que le mot intelligence dans IA, c'est le mot anglais. Anglais. Vous savez qu'intelligence en anglais, ce n'est pas le même sens qu'en français. Intelligence en anglais, c'est la gestion des données et le traitement de l'information. C'est ce qu'on appelait avant la cybernétique. Ça consiste à calculer des corrélations. C'est ce que fait l'IA. Alors que l'intelligence en français, ça comprend en plus le discernement, la capacité à distinguer le vrai du faux, la capacité à argumenter, à expliquer, à faire des gisements de pensée, à inventer des concepts, ce que l'IA ne fait pas, jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc, moi, je suis, comme vous, sans doute bluffé par l'IA, mais il faut quand même avoir conscience que les machines qui produisent de l'IA sont des machines qui ne sont pas intelligentes, au sens où elles ne comprennent pas ce qu'elles produisent. Quand vous lisez un texte produit par ChatGPT, vous dites, tiens, ChatGPT est drôlement intelligent. Oui, mais ChatGPT ne comprend pas un seul mot de ce qu'il raconte. C'est vous qui trouvez du sens dans ce qu'il dit, mais lui ne comprend pas le sens de ce qu'il dit. D'accord ? Mais il y a ce qu'on appelle l'effet ELISA, c'est-à-dire que quand vous êtes en interaction avec une machine, ou même quand vous entendez une voix artificielle, bah vous pensez qu'il y a une personne qui dit cette voix, mais en fait, il n'y en a pas. Donc vous projetez sur la machine des intentions, des capacités, des raisonnements, une intelligence qu'en fait elle n'a pas. Est-ce que l'ordinateur quantique va changer cette situation? J'en sais rien. Mais moi je doute quand même qu'une machine puisse devenir consciente d'elle-même. Or pour moi l'intelligence suppose la conscience de soi. La conscience de soi, c'est-à-dire la capacité à argumenter, etc. Si on ne l'a pas, bah, on est une sorte de perroquet stochastique qui répète des trucs. Ce que fait l'IA, elle reprend des données qu'on lui a données, les augmente parfois, les synthétise, mais elle n'invente pas de concept. Je vais te donner le dernier mot avant qu'on conclue. Pardon. Tu es en PLS, mais juste. Qu'est-ce que tu voudrais que cet auditoire ait retenu, ou plus exactement, en quoi voudrais-tu qu'il soit différent après la conférence? Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans les questions que vous avez posées, il y en a très peu qui sont relatives à la physique quantique. Voilà. Ça m'a étonné parce que moi, je pensais que c'est mon exposé qui allait déterminer vos questions. Et en fait, je vois bien que vos questions, elles viennent
interroger d'autres choses, c'est-à-dire ce que j'ai fait de ma vie, ce que je pense de ceci ou cela. Autrement dit, vous êtes plus intéressé par ce que je pense que par ce que je sais. Et ça, c'est quelque chose d'assez normal. Enfin, je dis que ça, mais en fait, c'est assez normal. On l'a bien vu pendant le Covid. Quand on avait un scientifique sous la main, on ne lui demandait pas ce qu'il savait. On lui demande ce qu'il pense. Parce qu'on a peur de ce qu'il sait. On a peur qu'en expliquant ce qu'il sait, il dise des choses trop compliquées. Donc on lui demande ce qu'il pense. Mais ce que pensent les scientifiques individuellement, on s'en fout. On s'en fout complètement. L'opinion d'un scientifique, on s'en fout. Donc je me demande pourquoi on leur demande ce qu'il pense. Parce que ce qui fait qu'un scientifique est un scientifique, c'est pas le fait qu'il a subi une cure de désintéressement personnalisé, qu'il a sorti de la condition humaine. Un scientifique, c'est pas quelqu'un d'objectif, puisque personne n'est objectif. C'est pas quelqu'un qui se trompe jamais, puisque tout le monde se trompe. C'est pas quelqu'un qui a trouvé le moyen d'échapper à toutes les influences philosophiques, culturelles ou autres. Un physicien, enfin un scientifique, c'est comme tout le monde. La seule chose qu'on lui demande, c'est quand il a l'impression d'avoir un résultat, avant de le mettre sur Twitter, de le présenter à des gens qui travaillent sur le même sujet et se posent des questions analogues pour recevoir leurs critiques. Et c'est extrêmement violent. Si vous avez assisté à des colloques scientifiques, le boson de Higgs dont j'ai parlé pendant 48 ans entre sa prédiction théorique et son observation, il y a eu des colloques, c'était très violent. Entre ceux qui pensaient qu'il existe et ceux qui pensaient qu'il n'existait pas, c'était une guerre. Puis un jour, le réel parle, et tac, tout le monde est d'accord. Autrement dit, c'est ce qui m'a tant énervé pendant le Covid, c'est d'entendre des scientifiques dire « je ». Mais un scientifique, ça ne dit pas « je », ça dit « nous ». Nous savons que. Nous savons que. Ça, c'est la science. On a discuté avant de parler. On a confronté avant de parler. Nous savons que. Ça, c'est la science. Et nous nous demandons si. Ça, c'est la recherche. Et quand vous confondez la science et la recherche, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et ça donne des phrases qu'on a entendues. La science et le doute. Vous êtes sérieux, là? Vous connaissez des scientifiques qui doutent de l'existence de l'atome? Vous connaissez des scientifiques qui pensent que la Terre est plate? Donc, la seule chose que je vous demande de retenir, c'est faites attention, tout le temps, à ne pas confondre la science et la recherche. La science et la recherche, ça n'a rien à voir. La science, c'est des corpus de connaissances que vous pouvez critiquer avec des arguments scientifiques, pas avec votre bon sens, votre ressenti, vos croyances. La recherche, c'est des travaux qu'on mène pour répondre à des questions dont nous savons qu'on ne connaît pas les réponses. Donc on doute, on ne sait pas. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on cherche. Mais pour savoir qu'on ne sait pas, il faut déjà savoir ce qu'on sait. Voilà. Merci infiniment. Et là, on va faire encore plus fort parce que j'ai vu qu'il y avait plein de doigts qui se sont levés. Et non seulement on ne connaît pas les réponses, mais on ne connaît même pas les questions que vous auriez posées. Merci Étienne, c'était absolument passionnant. J'espère que vous l'avez partagé. Les applaudissements sont une réponse.